Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous depuis la dernière lecture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture et j'ai décidé de vous lire un extrait d'un ouvrage fabuleux qui s'appelle La nature sacrée de la femme, corps sacré, plantes, lune, méditation, pierre, énergie et chamanisme. Donc voilà à peu près tous les aspects tous les sujets qu'aborde ce splendide ouvrage de Fabienne Gaudin. Donc j'espère que les extraits que j'ai choisis vous plairont et vous donneront envie d'en savoir plus et peut-être d'acheter cet ouvrage qui est assez exceptionnel et qui vaut vraiment le détour. En tout cas, moi j'ai décidé de vous lire plusieurs extraits, très différents les uns des autres, mais c'est des extraits qui m'ont parlé, qui m'ont touché et qui peut-être vous aussi vous donneront envie d'en savoir plus. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. Pour le premier extrait, j'ai décidé de vous lire un chapitre qui s'appelle Les archétypes et la symbolique du féminin. Si la notion moderne d'archétype renvoie aux travaux de Carl Gustav Jung, elle recouvre une réalité plus ancienne, bien décrite par les métaphores, les mythes et les contes. L'archétype est un schéma universel de comportement, une émanation énergétique de l'inconscient collectif, représenté par une figure qui porte souvent un nom symbolique. Il y a ainsi l'archétype de la mère, qui serait la mère parfaite, ou celui de la femme, légèrement différent en France, au Cambodge, en Belgique ou au Canada. Ces archétypes sont mis en scène dans des histoires, des contes. Dans ces métaphores, la vie est souvent représentée elle-même comme un cycle, comme la roue des saisons qui se succèdent d'année en année, sans être tout à fait les mêmes, ni vraiment différentes. Il y a une alternance de chaleur et de fraîcheur, de sécheresse et d'humidité. Ces mythes reconnaissent aussi en chacun de nous une partie féminine et une partie masculine, la réception et l'action, le yin et le yang, selon les appellations chinoises bien connues. Notre défi à nous, femmes modernes et actives, est d'accéder au yin et de lui permettre de s'exprimer dans un monde qui est marqué par le yang et nous voudrait toujours dans cette énergie dominante. L'énergie masculine est le principe nommé yang par les Chinois, principe de chaleur, de dynamisme, d'activité, d'extraversion, là où le yin est réception, introversion, douceur et fraîcheur. Le mode de vie occidental, avec ses objectifs de performance, est plus relié à la partie masculine. C'est la testostérone qui détermine l'agressivité, l'énergie de foncer et de performer. Comme le yin qui contient du yang, chaque femme possède un peu de cette hormone qui vient de la même base que les œstrogènes. Cette forte influence yang est encore accrue par la contraception féminine qui lisse les hormones et les émotions au fil du temps. Même nées femmes, nous avons donc tendance à nous laisser envahir par cette partie yang et à mettre en veilleuse notre partie yin. Et nos partenaires ne savent plus non plus nous reconnaître comme égales dans notre différence et notre complémentarité. Ils confondent égalité et similarité. Ils nous croient identiques à eux. Pour nous faciliter la reconnexion à cette femme yin et yang, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs sagesses traditionnelles. Le parallèle peut être fait entre ce principe féminin individuel et les différents archétypes présentés dans les religions anciennes. Déesse mère de l'art primitif, déesse des mythologies gauloises, égypto-gréco-romaines, africaines ou nordiques, ou sur une autre tradition, les mères de clans amérindiennes. Le principe n'est pas de revenir à une religion antique, païenne, mais de reconnaître la part de vérité et de connaissance de l'âme, de la psyché humaine que ces traditions reflètent et telles que Carl Gustav Jung l'aperçut. Après tout, ces traditions n'ont-elles pas émergé à des époques où les femmes avaient le droit, voire le devoir, d'être des femmes et de vivre au rythme de leur cycle, au rythme de la lune? Ce respect du féminin était garant de la fécondité des familles, de la transmission du savoir, des biens et des gènes. Cette fécondité qui devient aléatoire à l'heure où plus d'1 couple sur 6 consulte pour des problématiques de fertilité. Élargi au sens symbolique, le féminin sacré devient aussi garant de la fécondité de la terre et de la capacité de la nature à entretenir la vie de tous les êtres qui habitent notre planète. Voilà pour le premier extrait. Deuxième extrait, éternel féminin, la mère divine et ses représentations. L'utérus, vase énergétique. Si le masculin est représenté par le pénis, le féminin l'est par l'utérus. C'est un organe creux et donc un réceptacle d'énergie autant que de la vie qui s'installe. La représentation graphique de l'utérus est fréquemment celle d'un triangle pointe vers le bas, le triangle du pubis, le triangle de Vénus. Dans ce cas, son pendant peut être un autre triangle isocèle, pointe vers le haut, pour représenter le pénis. La réunion des deux formera le sceau de Salomon. Le corps contient un autre organe de forme triangulaire, tout aussi creux, le cœur. Celui-ci est dédié à la vie de l'individu, alors que l'utérus est dédié à la transmission de la vie.
Ces espaces creux vont souvent être remplis d'énergie et parfois bloqués par des émotions, des énergies qui n'ont pas réussi à circuler car leur charge était trop forte et induisait une souffrance. Les utérus de beaucoup de femmes sont ainsi habités. Ils peuvent être remplis de déchets et de toxines au sens physique comme au sens émotionnel. Certaines y stockent les larmes qu'elles retiennent, d'autres y ont gardé les énergies de mort d'un enfant qui n'a pas réussi son arrivée sur Terre, d'autres encore ont vu s'y installer des héritages familiaux, transgénérationnels pendant la vie intra-utérine. Certaines y gardent des énergies plus joyeuses, comme l'empreinte d'un homme qu'elles ont vraiment aimé, ou celle d'un enfant dont la grossesse a été particulièrement heureuse. Ces empreintes énergétiques sont souvent en corrélation avec celles du cœur, et parfois ces énergies vont réapparaître à travers des pathologies. Si on interroge la femme dont l'utérus est en souffrance, elle pourra exprimer un choc émotionnel, par exemple une enfance avec une mère absente, une grossesse interrompue ou un traumatisme dans sa féminité, comme il en apparaît souvent à la suite d'abus sexuels. Renouer avec notre nature sacrée de femme nous demandera aussi d'apaiser cette féminité blessée, de remettre du sens entre les parties féminines et masculines de notre être et d'accepter que la spiritualité est également un aspect féminin. Voilà pour ce nouvel extrait. Ensuite, j'ai décidé de vous lire un extrait qui concerne la lithothérapie. Pour l'âme et l'esprit, un usage externe. Le temps des minéraux. Dans une vision chamanique, comme judéo-chrétienne, la création est au service de l'humain, qui en fait partie et a été créé à l'image du Créateur. Chaque partie de la création contient une parcelle de l'esprit créateur et peut donc avoir une étincelle de conscience. Certains êtres sont dans le même temps et la même vibration que les humains, c'est le cas des animaux. D'autres sont dans un temps plus ralenti, comme la majorité des plantes, dont la conscience n'est pas du même ordre. Enfin, dans un temps très ralenti, viennent les minéraux, et donc les pierres. Leur conscience est encore différente, et leur notion de l'existence et du temps est beaucoup plus statique que celle des êtres mobiles et animés. Il est donc possible de travailler avec les pierres pour asseoir la connaissance de soi et se reconnecter avec sa nature sacrée de femme. Ce travail devra prendre en compte leur nature particulière. Pour cela, il est important de connaître leur origine. Une pierre extraite du sol à la dynamite, arrachée par des mains d'enfants ou polie par des travailleurs traités comme des esclaves, portera une empreinte différente d'une pierre arrivée dans un processus éco-responsable, éthique. Si vous utilisez la pierre pour un travail interne, cette origine sera encore plus importante. Purifier une pierre. Avant de commencer à travailler avec une pierre, il sera souhaitable de la nettoyer. Depuis qu'elle est sortie des entrailles de la terre ou qu'elle a été arrachée parfois brutalement à la dynamite, elle a voyagé. Elle est passée de main en main. Elle a peut-être aussi été taillée ou bousculée longuement jusqu'à perdre toutes ses aspérités et prendre la forme d'un galet qui n'a jamais vu la plage. Au cours de ce périple jusqu'à vous, elle s'est chargée d'énergies très diverses et parfois lourdes. Avant d'essayer de collaborer avec elle, donnez-lui l'attention et les soins qu'elle mérite. Vous laisserez la pierre au moins 24 heures et de préférence quelques jours se purifier et se recharger la première fois. Et vous la remettrez au repos chaque fois que vous aurez travaillé ensemble, plus ou moins longtemps, selon la charge émotionnelle que vous lui aurez transférée. À nouveau, vous lui laisserez le temps de se régénérer. Les procédés ci-dessous sont utilisables aussi avec les bijoux de famille, surtout quand ils sont hérités d'une personne malade ou décédée dans la souffrance. La terre. Le plus simple est de mettre la pierre dans la terre pour qu'elle y dépose toutes les énergies qu'elle a collectées. Vous pouvez l'enterrer quelques jours à un endroit où vous êtes sûr de la retrouver, ou simplement la poser sur le sol en contact avec les 4 éléments. Pour cette seconde option, 2 précautions sont nécessaires. Tout d'abord, mieux vaut éviter le plein soleil quand vous ne connaissez pas bien les pierres. Certaines, comme le quartz rose ou l'améthyste, risquent de pâlir. L'améthyste pourra même se transformer en citrine, alors que le cristal de roche, lui, se réjouit de la lumière solaire. La seconde précaution concerne celles d'entre vous qui n'ont pas de jardin. À cause de toutes les énergies qu'elle va y déverser, mettre une pierre chargée d'énergie dans un pot de fleurs peut entraîner la mort de la plante. De plus, la pierre mise en évidence peut plaire aux pies et ces oiseaux adorent emporter ce qui brille dans leur nid. Donc voilà pour le nouvel extrait. Ensuite, j'ai décidé d'aborder encore un autre aspect, de vous lire un extrait qui concerne la phytothérapie cette fois. Voilà. Alors, la phytothérapie traditionnelle, infusion et décoction. En phytothérapie, certaines formes sont déjà prêtes à l'emploi, comme les gélules, les ampoules, les extraits de plantes. D'autres formes galéniques doivent être préparées à la maison, juste avant usage.
L'infusion est la manière la plus simple de préparer une tisane. Elle se prépare comme un thé. L'eau sera mise à chauffer jusqu'au frémissement, soit environ à 90 degrés. Un peu d'eau sera ensuite versée avec précaution dans une tisanière vide, en petite quantité, d'abord pour la réchauffer. Après avoir jeté cette première eau, vous ajouterez les plantes, le reste de l'eau, et couvrirez pour laisser infuser au moins 10 minutes de façon à laisser passer le maximum de principes actifs. Filtrez avant de boire. Une infusion n'épuise pas la plante. Seuls environ 10% des principes actifs passent dans l'eau chaude. L'association de chaleur et d'eau permet cependant de récupérer toutes les catégories de principes, qu'ils soient solubles dans l'eau ou dans le gras. Pour une visée thérapeutique, vous vous abstiendrez de sucrer la boisson. L'infusion est particulièrement adaptée pour les parties de plantes fragiles, comme les pétales, de rose par exemple, ou les feuilles tendres, du framboisier ou de la vigne notamment. Pour des feuilles dures et ligneuses, comme celles du romarin, des racines ou des graines, la décoction conviendra mieux. Pour réaliser une décoction, plongez vos plantes dans l'eau froide, puis portez à ébullition. Au premier bouillon, vous arrêterez la source de chaleur et couvrirez d'un couvercle. Vous laisserez reposer au minimum 10 minutes avant de filtrer et de boire. Le dosage dans la perspective d'une infusion ou d'une décoction est identique. Sur nos plantes médicinales, aromatiques et alimentaires habituelles, le surdosage est quasiment impossible. Il est normalement de 1 cuillère à café de plantes sèches pour un enfant et de 1 cuillère à soupe pour un adulte. La tisane peut être composée d'un mélange de plantes ou d'une seule plante. Vous pouvez aussi doser à la façon des Abénakis du Québec en utilisant le creux de votre main pour obtenir la mesure la plus adaptée à votre gabarit. Il faudra faire chauffer environ 0,5 litre d'eau pour obtenir environ 300 ml d'eau chaude. La prise est habituellement de 1 litre préparé par jour, réparti en 3 fois avant les repas, sauf indication contraire. Différents types de bains. Les bains sont une méthode classique pour faire absorber par la peau une tisane préparée préalablement par infusion ou décoction. L'avantage est que la préparation échappe au processus digestif et au filtre hépatique pour aller immédiatement sur les organes cibles. La tisane peut aussi être utilisée pour lotionner une zone du corps qui ne serait difficile à baigner, comme les seins. Le grand bain où vous immergez l'ensemble de votre corps est une évidence. Vous pouvez enfermer les plantes que vous souhaitez faire infuser à l'intérieur d'un sac de coton et plonger celui-ci dans l'eau. Mais vous pouvez également avoir recours uniquement à un bain de main ou de pied en laissant tremper ses extrémités dans l'eau dans lequel vous aurez versé votre tisane préparée préalablement. Tous ces types de bains sont efficaces pour faire passer des substances dans l'ensemble du corps. Veillez à ce que l'eau du bain soit à 37 ou 38 degrés pour correspondre à la température normale du corps et non à une température de fièvre. Pour mieux ouvrir les pores, vous pourrez ajouter une poignée de sel gris de mer ou de sel d'Epsom. Le bain de siège est une manière traditionnelle de cibler la zone du bassin en visant les muqueuses richement irriguées du vagin et de l'anus. L'idéal est de disposer d'un bidet que vous remplirez d'eau chaude pour favoriser les échanges de fluides. Pensez à couvrir chaudement votre haut du corps et vos pieds pour éviter un refroidissement. Le bain de vapeur vaginale est une pratique ancestrale sur tous les continents, même si l'Europe a beaucoup oublié cette pratique qui revient aujourd'hui par l'Amérique. Le processus est identique à celui d'une inhalation. Versez la tisane dans un bol, une bassine ou un siège percé et en positionnant votre vulve au-dessus des vapeurs. Parallèlement à la préparation de la tisane, vous pouvez faire quelques exercices d'étirement et d'élongation pour ouvrir le bassin. Pensez à couvrir le bas de votre corps d'une étoffe ou d'une grande jupe pour garder la chaleur et l'humidité. Il est indispensable de réaliser ce bain de vapeur avec une tisane chaude, mais non bouillante pour ne pas brûler les muqueuses fragiles. Comme pour le bain de siège, couvrez aussi votre haut du corps et vos pieds pour vous sentir agréablement réchauffé. Le sauna vaginal, Yoni Steam, doit durer une dizaine de minutes. Vous pouvez procéder à des exercices respiratoires ou à une méditation pendant la durée du spa. Profitez de ce moment pour vous connecter à votre bas-ventre. Le sauna vaginal se pratique en dehors des menstruations et les contre-indications formelles sont le port d'un stérilet, risque de déplacement par l'ouverture du col sous l'influence de la chaleur ou une infection. La chaleur peut favoriser la croissance bactérienne. Ne pas non plus le pratiquer pendant la grossesse ou pendant la phase lutéale en cas de désir de grossesse, ni en cas de plaie ouverte. Après un accouchement par voie basse, il faut attendre que le flux diminue fortement et laisser une césarienne cicatriser au moins 3 semaines. Si vous souhaitez récolter vos plantes, je vous conseille de vous munir d'un livre consacré à la phytothérapie. Sinon, passez par un herboriste ou producteur de simples. Donc voilà pour les extraits d'aujourd'hui. J'espère que ceux-ci vous ont donné envie. J'ai essayé un peu de prendre des extraits très différents pour que vous ayez vraiment une idée globale de tout ce dont parle en fait cet ouvrage. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!